les garçons seront toujours des garçons. Maman sourit, sa voix empreinte de mépris, alors que je serrais ma main lancinante contre ma poitrine. Marcus venait de la claquer dans la porte, souriant en entendant le craquement. « Arrête de faire ton cinéma, Thomas. Ton frère ne fait que jouer. Je m'appelle Thomas Sheen, et à 17 ans, j'étais assis dans notre salon, essayant de ne pas vomir de douleur, pendant que mes parents regardaient ça leur fils préféré me tourmenter pour la 100e fois. La différence, c'est que cette fois-ci, je pouvais voir l'os percer ma peau. Je pense qu'elle est cassée, réussis-je à dire entre mes dents serrées. Je dois aller à l'hôpital. Un hôpital, ricana papa, sans même lever les yeux de son journal. Pourquoi faire à l'hôpital mettre de la glace dessus? Marcus ne voulait pas te faire de mal. Marcus, 19 ans, et bâti comme un secondeur, s'appuya contre le cadre de la porte avec ce sourire narquois familier. Oui, petit frère, ne fais pas le bébé. On ne faisait que se battre pour rire. Se battre pour rire, c'est ça. C'est comme ça qu'ils appelaient ça chaque fois que Marcus décidait de m'utiliser comme son sac de frappe personnel, que ce soit en me poussant accidentellement dans les escaliers, en me maintenant pour jouer la tête sous l'eau dans la piscine, jusqu'à ce que je m'évanouisse presque, ou maintenant en m'écrasant délibérément la main dans la porte. C'était toujours juste des histoires de frères. « Maman, s'il te plaît », suppliai-je, les larmes coulant sur mon visage, malgré tous mes efforts pour les retenir. Je peux voir l'os. Finalement, maman jeta un coup d'œil, son expression changeant légèrement, en remarquant l'angle anormal de mes doigts et le sang qui commençait à imbiber ma manche. « Oh mon Dieu !» soupira-t-elle, comme si j'avais simplement renversé quelque chose sur le tapis. « Je suppose que nous devrions faire examiner ça. Marcus chéri, veux-tu conduire ton frère à la clinique? »« Non, » dis-je trop vite, la panique montant dans ma gorge. La dernière fois que Marcus m'avait conduit quelque part, après m'avoir blessé, il avait fait 2 arrêts brusques, accidentels, qui avaient projeté mon corps déjà endolori contre le tableau de bord. « Je vais appeler un Uber. » Ne sois pas ridicule. Papa posa enfin son journal. « Ton frère a proposé de te conduire. Ne rends pas cela plus dramatique que nécessaire. » Je regardais Marcus, la lueur dans ses yeux, qui promettait plus de douleur à venir, et je pris une décision. J'appelle le 911. La pièce devint silencieuse. Le sourire narquois de Marcus disparut. Le visage de maman blêmit. Papa se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. « Tu ne feras rien de tel, » grogna-t-il. « Nous n'avons pas besoin d'ambulance et de rapport de police. C'est une affaire de famille. » Mais je composais déjà le numéro de ma main valide, reculant vers la porte d'entrée. Des années de maltraitance de la part de Marcus m'avaient appris à être rapide, à toujours avoir une issue de secours. « J'ai besoin d'une ambulance », dis-je clairement dans le téléphone, en regardant les expressions de ma famille passer de l'agacement à la colère. Mon frère m'a cassé la main. Je peux voir l'os. Maman se jeta sur le téléphone, mais je l'esquivais des années de pratique, m'ayant rendu agile malgré la douleur. « Il est confus », cria-t-elle fort. « C'était un accident. Nous n'avons pas besoin de... L'adresse est le 1542 Oak Street. » Continuai-je, ma voix stable, même si Marcus faisait un pas menaçant vers moi. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je ne me sens pas en sécurité. » Ces derniers mots changèrent tout. Maman cessa d'essayer de prendre le téléphone, son visage figé dans l'horreur. La colère de papa se mua en peur. Marcus, pour la première fois dont je me souvienne, parut incertain. Le répartiteur m'assura que les secours étaient en route et me dit de rester en ligne. C'est ce que je fis, reculant sur le porche où les voisins pouvaient me voir. Ma famille me suivit, mais garda ses distances soudainement conscientes des regards qui observaient
depuis les maisons voisines. « Thomas !» La voix de maman était maintenant mielleuse comme elle le devenait quand elle essayait de gérer une situation. « Mon chéri, tu réagis de manière excessive. Nous pouvons te conduire chez le docteur. Il n'y a pas besoin de faire tout ce foin. » Mais je pouvais entendre les sirènes approcher, et pour la première fois depuis des années, je ressentis autre chose que la peur et la résignation. Je me sentis puissant. L'ambulance arriva la première suivie de près par une voiture de police. Les secouristes jetèrent un coup d'œil à ma main et commencèrent immédiatement les soins. L'agent de police commença à poser des questions, et c'est là que je vis une peur réelle dans les yeux de mes parents. « C'était un accident », répéta maman, mais sa voix tremblait. « Des garçons qui jouent. Vous savez comment sont les frères. » Le secouriste enveloppa doucement ma main, son expression sombre. « Ceci ne vient pas d'un jeu, » dit-il à voix basse. « Ceci a été fait avec une force considérable. » Alors qu'il me chargeait dans l'ambulance, j'entendis l'agent demander à Marcus d'expliquer exactement comment ma main s'était retrouvée dans la porte. Pour une fois, mon frère n'avait aucune réponse toute faite, aucun mensonge facile à raconter. « Nous te rejoindrons à l'hôpital », cria maman, sa voix teintée de désespoir. Mais le secouriste fermait déjà les portes de l'ambulance. Et pour la première fois de ma vie, j'étais hors de leur portée. Ce que j'ignorais alors, c'est que ce n'était que le début. Le médecin de la salle des urgences jetterait un coup d'œil à mes radiographies, examinerait mon dossier médical et passerait un appel téléphonique qui briserait à jamais la façade soigneusement construite de ma famille. La salle des urgences bourdonnait d'activité, mais l'attention du docteur Sarah Miller était entièrement portée sur mes radiographies. Son expression s'assombrissant à chaque image qu'elle examinait. Elle était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, jetant occasionnellement des regards entre les clichés et mon dossier médical avec une inquiétude croissante. « Thomas, » dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. « J'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Ces radiographies montrent de multiples fractures guéries. Votre dossier médical note des accidents fréquents 6 au cours de la dernière année seulement. Ce n'est pas normal. » Je fixai ma main bandée, évitant son regard. Des années d'histoires inventées et d'excuses remontèrent automatiquement, mais quelque chose m'arrêta. Peut-être que c'était l'analgésique qui me rendait courageux, ou peut-être que j'étais simplement fatigué de mentir. « Mon frère, » dis-je doucement. « Marcus aime me faire du mal, depuis que nous sommes enfants. » Le docteur Miller hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Et vos parents ? Ils disent qu'il ne fait que jouer, que je suis trop sensible, que ce sont des histoires de frères normales. » Les mots avaient un goût amer dans ma bouche. Elle afficha d'autres images sur son écran. Thomas regardait ça. Elle montra divers points sur les radiographies. Celles-ci sont des fractures de défense. Celles-ci sont des blessures par impact. Et celle-ci, indiqua-t-elle. Ma blessure actuelle a été faite avec une force délibérée. Rien de tout cela ne relève des histoires de frères normales. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, j'entendis la voix de ma mère dans le couloir, ce ton mielleux familier qu'elle utilisait pour essayer de charmer les figures d'autorité. Nous sommes ses parents. Bien sûr que nous pouvons le voir. C'était juste un petit accident. L'expression du docteur Miller se durcit. « Excusez-moi un instant, » dit-elle, sortant dans le couloir et fermant la porte derrière elle. À travers la fenêtre, je pouvais la voir confronter mes parents, son langage corporel ferme, alors qu'elle leur barrait l'entrée. « J'ai contacté les services de protection de l'enfance, » l'entendis-je dire clairement. Étant donné le schéma des blessures et la déclaration de Thomas, je suis légalement obligé de le signaler. Les services de protection de l'enfance. La voix de ma mère s'éleva brusquement.
C'est ridicule. Nous sommes de bons parents, dis-le-lui, Thomas. Mais le docteur Miller ne bougea pas de l'embrasure de la porte. Monsieur et Madame Shine, votre fils présente de multiples blessures documentées, compatibles avec une maltraitance physique continue. Jusqu'à ce que les services de protection de l'enfance arrivent et évaluent la situation, je ne peux pas vous autoriser un contact sans surveillance. C'est scandaleux, gronda la voix de mon père. Nous allons vous faire retirer votre licence pour ça. Allez-y, répondit calmement le docteur Miller. Déposez une plainte, mais expliquez-moi d'abord pourquoi votre fils de 17 ans a plus de fractures guéries que la plupart des patients âgés victimes de traumatismes. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Où est Marcus ?» demandai-je, réalisant soudain que mon frère n'était pas avec eux. « La police l'interroge », dit maman, sa voix tremblante. « Thomas, s'il te plaît, dis-leur que tout ceci n'est qu'un malentendu. Ton frère t'aime. Nous t'aimons. » Mais le docteur Miller avait déjà sorti son téléphone, leur montrant quelque chose qui fit reculer mes deux parents. Voici des photos de l'évolution des blessures de Thomas au cours de la dernière année. Le schéma est clair. Le seul malentendu ici est votre croyance que cela pouvait continuer sans conséquence. Une nouvelle voix se joignit à la conversation ferme professionnelle, se présentant comme Andrea Torres des services de protection de l'enfance. Je regardais à travers la fenêtre les visages de mes parents passer par un cycle d'émotions, la colère, la peur, pour finalement se fixer sur une supplication désespérée. « Nous ne savions pas », insista maman. « Nous pensions qu'ils ne faisaient que jouer. Les garçons se chamaillent. C'est normal. » Madame Sheen. La voix de Madame Torres était toujours enveloppée de soie. Il n'y a rien de normal dans de multiples fractures des commotions cérébrales et ce qui semble être une torture systématique déguisée en rivalité fraternelle. Nous devrons discuter d'un placement temporaire pour la sécurité de Thomas. Un placement ? La voix de papa se brisa. Vous ne pouvez pas nous prendre notre fils. Vous avez perdu cet argument quand vous avez regardé votre fils aîné casser la main de son frère sans rien faire, intervint le docteur Miller. Thomas a besoin d'un environnement sûr pour guérir. Comme pour souligner ses propos, un agent de police apparut dans le couloir, son expression sombre. Nous avons terminé d'interroger Marcus Sheen. Compte tenu des preuves et des déclarations des témoins, nous le plaçons en état d'arrestation pour coups et blessures. Le cri de ma mère résonna dans le couloir. Mon père commença à argumenter bruyamment sur la loyauté familiale et les malentendus, mais à travers tout cela, je me sentis étrangement calme. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait la vérité non seulement sur mes blessures, mais aussi sur la dynamique familiale qui avait permis qu'elles se produisent. Le docteur Miller retourna dans ma chambre, fermant la porte, sur les protestations de mes parents. « Thomas, dit-elle doucement, je sais que c'est bouleversant, mais vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons nous assurer que vous le restiez. » Je regardais ma main bandée, puis la radiographie montrant des années de maltraitance cachée. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, dit-elle avec un petit sourire, vous guérissez à la fois votre main et tout le reste qu'ils ont brisé. Et cette fois, personne ne pourra vous dire que ça ne fait pas mal. À travers la fenêtre, je pouvais voir mes parents être escortés, ma mère, en larmes, le visage de mon père rouge de rage. Mais pour une fois, leurs émotions n'étaient pas ma responsabilité. Pour une fois, je n'avais pas à prétendre que tout allait bien. Le docteur Miller me tendit un mouchoir et je réalisais que je pleurais non pas de douleur ou de peur, mais de soulagement. Quelqu'un avait enfin vu à travers la façade de notre famille parfaite et il ne détournait pas le regard. 6 mois après cette nuit à la salle des urgences, je me tenais devant le palais de justice, ma main fraîchement guérie,
serrant un dossier de rapports médicaux. Le procès de Marcus était sur le point de commencer, et pour la première fois, j'allais raconter mon histoire publiquement. Vivre avec ma tante Claire dans les mois qui ont suivi l'incident m'avait montré ce que devrait être une vraie famille. Pas de marche sur des œufs, pas de peur constante, pas de blessures rejetées comme un simple jeu. Elle m'avait aidé à trouver un thérapeute, avait soutenu ma décision de porter plainte, et plus important encore, elle m'avait cru. « Tu es prêt ?» demanda tante Claire, en me serrant doucement l'épaule. Derrière nous, le docteur Miller se tenait avec madame Torres des services de protection de l'enfance, les deux femmes étant devenues des alliés inattendus dans mon parcours vers la justice. « Prêt ?» hochai-je la tête en redressant ma cravate. Les derniers mois m'avaient changé, j'avais grandi, je m'étais renforcé, j'avais pris confiance en moi. Des repas réguliers sans stress et des nuits sans peur avaient fait des merveilles pour ma santé. À l'intérieur de la salle d'audience, je vis mes parents assis derrière Marcus. Maman s'épongeait les yeux avec un mouchoir, jouant parfaitement le rôle de la mère éplorée. Papa était assis raide, la mâchoire serrée. Marcus, dans son costume soigneusement repassé, ne ressemblait en rien au frère qui m'avait terrorisé pendant des années. Je montai à la barre. Leur avocat essaya de présenter tout cela comme une rivalité fraternelle normale qui avait mal tourné. « N'est-il pas vrai que les frères se chamaillent souvent ?» demanda-t-il d'un ton condescendant. Je croisai son regard avec assurance. « Les chamailleries n'entraînent pas de multiples fractures, monsieur. Les chamailleries n'envoient pas quelqu'un à la salle des urgences à plusieurs reprises. Ce que mon frère a fait était de la maltraitance calculée et mes parents l'ont permise. » Le procureur présenta mes dossiers médicaux, des radiographies, montrant des années de blessures. Le docteur Miller témoigna du schéma qu'elle avait découvert, comment les blessures étaient compatibles avec un préjudice délibéré plutôt qu'avec des accidents. Les infirmières de l'école témoignèrent de bleus suspects, les professeurs de mon sursaut quand Marcus s'approchait. Puis vinrent les enregistrements des caméras de sécurité des voisins, montrant des exemples des jeux de Marcus que mes parents avaient ignorés. Le jury regarda en silence, vidéo après vidéo, montrant des abus évidents, mes parents visibles à l'arrière-plan, ne faisant rien. « Votre frère essayait juste de vous endurcir, n'est-ce pas? De vous préparer au monde réel, » tenta une dernière fois l'avocat de Marcus. Je me penchai vers le microphone, ma voix claire et forte. Le monde réel a des lois contre les coups et blessures. Le monde réel a des conséquences pour ceux qui blessent les autres. Mon frère ne m'a préparé à rien, sauf à survivre à la maltraitance. Le verdict tomba rapidement coupable sur tous les chefs d'accusation. Le visage de Marcus montra enfin autre chose que de la suffisance de la peur. Alors qu'on l'emmenait, ma mère s'effondra en sanglots. Mon père ne me regardait pas, mais je n'en avais pas fini. À l'extérieur du palais de justice, entouré de journalistes, je fis une annonce qui allait tout changer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des actions de mon frère, dis-je, la main de soutien de tante Claire sur mon épaule. Il s'agit de briser le cycle de la violence que les familles cachent derrière des mots, comme les garçons seront toujours des garçons et rivalité fraternelle. C'est pourquoi je lance une fondation pour aider d'autres adolescents piégés dans des situations familiales abusives. Le docteur Miller s'avança. La communauté médicale passe souvent à côté de ces cas car les familles sont très douées pour les cacher. La fondation de Thomas aidera à former les médecins, à reconnaître les schémas de maltraitance fraternelle et à fournir des ressources aux victimes. Les flashs des appareils photos des journalistes crépitèrent lorsque Madame Torres annonça que les services de protection de l'enfance s'associeraient à la Fondation pour développer de nouveaux protocoles d'identification et de traitement des cas de maltraitance fraternelle.
mon histoire devenait quelque chose de plus grand que moi. 1 an plus tard, je me tenais à un podium, m'adressant à une salle remplie de professionnels de la santé, de travailleurs sociaux et de survivants de la maltraitance. Ma fondation avait déjà aidé des dizaines d'adolescents à échapper à des situations similaires et notre programme de formation était mis en œuvre dans les hôpitaux de tout l'État. Marcus purgeait sa peine. Mes parents avaient perdu ma garde et je m'épanouissais sous la tutelle de tante Claire. Les cauchemars avaient presque cessé et je ne sursautais plus aux mouvements brusques. Parfois, dis-je au public, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'admettre que ce qui se passe n'est pas normal, n'est pas acceptable et n'est pas de notre faute. Parfois, nous devons briser le silence familial pour nous sauver nous-mêmes. Après le discours, le docteur Miller s'approcha de moi avec un sourire. « Vous vous souvenez de ce gamin effrayé dans ma salle des urgences? Regardez-vous maintenant. » Je lui souris en retour, touchant la petite cicatrice sur ma main, un rappel de la nuit où tout a changé. Merci d'avoir été la première personne à vraiment voir ce qui se passait. Non, dit-elle fermement. Merci à vous d'avoir été assez courageux pour parler. Vous avez contribué à créer un système qui protégera d'autres personnes comme vous. En rentrant chez moi avec tante Claire ce soir-là, je pensais au chemin que j'avais parcouru depuis cette nuit où j'avais finalement appelé le 911. Mon frère m'avait cassé la main, mais il n'avait pas brisé mon esprit. Mes parents avaient essayé de me faire taire, mais ils n'ont fait que me donner une voix plus forte. La ligne d'assistance de la Fondation sonnait constamment maintenant, chaque appel étant une chance d'aider un autre adolescent à réaliser que la loyauté familiale ne devrait pas signifier accepter la maltraitance. Chaque réussite était un rappel que parfois les pires moments de notre vie peuvent mener aux changements les plus significatifs. Je ne survivais plus seulement, je m'épanouissais et j'aidais les autres à faire de même. Et c'était la meilleure des vengeances.